Salut à toi, on se retrouve pour un nouvel épisode de Relevons le défi et aujourd'hui on va accueillir une grande personnalité bruxelloise de la politique belge, Bernard Clairfailly, qui est ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, il est ministre de la transition numérique et du bien-être animal. Alors j'espère que tu es prêt, cet épisode va être incroyable. Alors bonjour, aujourd'hui on a la chance d'avoir le ministre de l'Emploi Bernard Clairfailly avec nous, bonjour. Bonjour. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui et j'avais quelques questions préalables avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet. Dis-moi, frites ou gaufres? Plutôt frites avec de la mayonnaise. Pourquoi? Parce que c'est bon. Parce que c'est bon, parce que c'est réconfortant. Beyoncé ou Angèle? Plutôt Angèle. Une raison particulière? Angèle, parce qu'elle est de Laken, Van Laken, c'est notre bruxelloise, notre petite bruxelloise qui s'exporte et qui exporte bien à Bruxelles d'ailleurs. Je trouve aussi. Et enfin, et là c'est plutôt compliqué, football ou basketball? Je suis plus foot par tradition, mais j'aime bien tous les sports. Ce que j'aime bien dans le sport, c'est le dépassement, c'est le plaisir du sport. Quand je regarde un match, je ne suis pas nécessairement pour une équipe ou pour l'autre. Je suis pour la beauté du match, pour la beauté du sport, pour ceux qui jouent bien. Même si c'est la Belgique qui est de l'équipe adverse? Non, allez, quand même, parfois, quand c'est la Belgique, c'est pour la Belgique. Mais je reconnais que quand ils jouent face à une équipe qui joue très très bien, je reconnais la beauté du sport. La beauté du sport, ouais. Ok. Alors, je voulais te poser la question suivante. Alors, on connaît ta position, mais je voulais savoir quel a été ton parcours en politique. Comment tu t'es décidé à te lancer? Sur base de quoi? Quel a été le déclic? Alors moi je dis souvent que comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Okay. Parce que mon père faisait de la politique. Mon père était député, il était président du FDF, l'ancêtre de Défi. Et donc quand j'étais petit à la maison, mon père m'entraînait, distribuer des tracts, coller des affiches, voter pour mon papa c'est le meilleur. Enfin j'ai fait ça tout petit. Et donc ça m'a interpellé très tôt ce que c'est que faire de la politique. Et puis plus tard, adolescent et jeune étudiant, mon père me parlait de débats politiques, d'enjeux politiques et d'enjeux de l'intérêt général, comment débattre de questions d'intérêt général. Et donc cette petite graine m'est rentrée dans la tête et au fil de mes études, j'ai fait des études d'économie, j'ai toujours été intéressé par l'intérêt général, les questions comme ça. Alors qu'adolescent, je ne voulais surtout pas faire de politique parce que je voyais les contraintes que ça faisait peser sur la vie familiale. Mon père n'était jamais là, il travaillait tout le temps, il était toujours engagé, stressé, fatigué. Je ne disais surtout pas, jamais la politique. Un peu plus tard, après mes études, débarquant par hasard dans un petit appartement que j'avais trouvé sympathique à Schaerbeek, je me dis mais cette commune est quand même mal gérée, quoi. C'est quand même pas possible. Et donc on est venu me chercher. Parce que mon père faisait de la politique, donc mon nom était connu. Ils sont venus me chercher en me disant hey Bernard, viens militer avec nous, on veut redorer la commune après les années nolles, ces années noires de la commune de Schaerbeek. Et comme jeune, intellectuel, universitaire, je me dis allez, 2-3 soirs par semaine, se consacrer à l'intérêt général. Mon petit côté scout, allez, pourquoi pas un petit peu. Et puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage. J'ai milité dans la section, puis j'ai été candidat sur la liste, et puis j'étais du conseil communal dans l'opposition, et puis échevin, et puis bourgmestre, et puis député, enfin voilà. Ok. Et je voulais savoir d'ailleurs, quelle a été ta plus belle expérience en politique? Ma plus belle expérience? Alors le moment le plus fabuleux que j'ai connu en politique, c'est quand j'ai été à un moment secrétaire d'État au gouvernement fédéral, j'étais adjoint au ministre des Finances, et pour un économiste, c'est un très joli poste, adjoint au ministre des Finances, en charge de la lutte contre la fraude fiscale, la modernisation des finances. Mais on était en 2008, en pleine crise bancaire, les banques étaient en train de s'effondrer partout, et la Belgique devait envoyer un représentant à la réunion annuelle du Fonds monétaire international. Et d'habitude, c'est le ministre des Finances qui y va, c'est Didier Reynders qui devait y aller. Mais il était retenu en Belgique. Il m'a dit, Bernard, tu vas aller à ma place. Et donc, j'ai siégé pendant un week-end comme administrateur du Fonds monétaire international sur le siège qu'occupe la Belgique. Et ça, parmi les 24 ministres des Finances du monde, les Américains, les Anglais, les Chinois, etc., je reconnais que c'est un grand moment. En tant qu'économiste, c'est ouf quand même. Exactement. Et en pleine crise bancaire, donc un des plus grands moments de l'histoire économique. Ça devait être quand même pas mal stressant. Ouais. Alors, il y a quelque chose que je voulais te poser comme question. Alors, pour contextualiser, moi, je pense qu'être jeune en politique, c'est surtout vouloir finalement penser le monde tel qu'il devrait être et non s'en contenter tel qu'il est. Et ma question était la suivante. Est-ce que si tu avais un conseil pour les jeunes qui s'engagent aujourd'hui en politique, quel serait-il? Alors d'abord, je donne toujours le conseil aux jeunes, soyez vous-même. Soyez ce que vous avez envie d'être.
mais vous pouvez contribuer aussi à ce que le monde soit comme vous avez envie qu'il soit. Et si vous êtes vous-même, si vous avez des aspirations pour vous-même, mais des aspirations pour le monde, vous pouvez militer en politique pour que le monde aille dans le sens que vous voulez qu'il aille, qu'il soit attentif à des problématiques nouvelles, attentif à des publics particuliers qui sont négligés, ou pour mettre des questionnements particuliers dans la société. Et d'ailleurs, c'est le rôle de la jeunesse. Le temps passe, on attrape des cheveux gris, à un moment je ne serai plus là, on va tous céder la place aux jeunes. Donc aux jeunes de prendre la place, d'amener leurs questionnements sur le monde, sur base de ce qu'ils ont hérité comme situation. Parfois, il y a de bons héritages, parfois il y a des héritages plus difficiles, et de faire évoluer les choses pour que le monde soit encore mieux année après année, parce que faut quand même reconnaître que depuis que l'homme a développé, entre guillemets, la civilisation, il y a des milliers d'années, on vit quand même de mieux en mieux, même s'il reste encore beaucoup de difficultés sur la Terre aujourd'hui. Mais c'est une bonne analyse finalement, parce que, je le vois vraiment comme ça également, c'est-à-dire que ça découle parfois de traumas, d'événements difficiles, parfois d'un constat. On se rend compte que finalement c'est mal géré. On se dit que il faudrait mieux, ne serait-ce que pour les autres et par la commune, qu'elle soit mieux gérée pour répondre à finalement le rôle du politique qui est d'accroître le bien-être, je trouve, des Belges ou des Schaerbeckois. Et je pense que tu l'as très bien fait au niveau de Schaerbeek. Allez, le narratif est vraiment beau, mais tout le monde n'est peut-être pas animé des mêmes raisons. Et ça, c'est peut-être le côté un peu plus... le côté dommage. Mais c'est vrai que, parce que quand tu le dis, ça a directement évoqué quelque chose en moi. Typiquement, moi, j'ai vécu avec une maman seule. Je suis l'aîné de cette famille-là, donc maman solo. C'était très difficile pour elle. En tant que femme, c'est assez compliqué. Et donc, très vite, j'ai eu un ensemble de responsabilités à prendre. De ce fait, naturellement, je me suis toujours intéressé aux autres et à la volonté, finalement, d'avoir un cadre qui serait le plus propice pour permettre aux uns et aux autres, et notamment à ma famille, et puis après mes amis, puisque c'est une sorte d'habitude que j'ai pris, d'améliorer leur vie sur des éléments concrets. Et j'ai vraiment l'impression, au fur et à mesure que je rencontre des personnes en politique qui font très bien leur job, ça découle très souvent de ça, d'un constat ou d'un traumatisme. On veut changer quelque chose de très concret, et puis... Mais écoute, on a tous une histoire. On a tous une histoire, on a tous vécu des bons moments ou des moments plus difficiles. On a tous des émotions par rapport à des choses qui se passent autour de soi. Et c'est comme ça qu'on construit sa personnalité, ses goûts, ses envies, ses colères et les choses qu'on veut changer. Et donc si on peut transformer ces colères ou au contraire ces attentes en travail positif, on ne doit pas, mais on peut s'engager en politique, on peut s'engager dans l'associatif, on peut s'engager dans le caritatif, on peut s'engager dans l'accompagnement des autres. Il y a plein de super chouettes projets pour se réaliser, mais la politique, c'est aussi une manière de se saisir de l'intérêt général, même si on est mu par quelque chose qui vient de soi, parce qu'on est construit par son histoire, comme je disais, mais si on le transforme de manière positive, s'occuper de l'intérêt général, en y mettant sa vie et ses envies, c'est une manière de s'engager en politique. Et puis il faut qu'il y ait des jeunes en politique, il faut renouveler les choses, il faut que les nouvelles aspirations soient présentes, même si ça prend du temps, c'est compliqué, je sais bien, se faire connaître, apprendre les règles, les rites, les habitudes, créer sa place, c'est comme dans tous les métiers, ça prend du temps, mais je crois qu'aujourd'hui il y a une plus grande attention aux jeunes encore qu'auparavant. Ouais. Et donc c'est vrai que ça va un peu en contradiction avec en général ce qui est scandé, que les jeunes s'engagent moins en politique ou que les jeunes s'intéressent moins à la politique. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense pas du tout en fait. Eh bien, moi, je pense que, je vais parler comme un vieux combattant, quand j'étais jeune, on disait déjà ça. Et voilà, on disait aussi, les jeunes font moins que maintenant. C'est aussi parce que, quand on est plus âgé, on n'a peut-être pas les mêmes préoccupations que celles des jeunes, donc on ne se parle pas toujours des mêmes choses. Les sujets qu'apportent les jeunes n'intéressent peut-être pas toujours les gens plus âgés, ou les sujets dont parlent les gens plus âgés n'intéressent pas toujours les jeunes. Donc ça, c'est les effets de génération. Et il faut dans une société de la place pour tout le monde, donc il faut permettre aux jeunes qui arrivent avec de nouvelles problématiques, de nouveaux questionnements, de nouvelles attitudes, de faire leur place dans la société. Mais moi, je vois que la société change. Je vois qu'elle évolue. Et je vois ça. Je vois des sujets nouveaux, qui sont nouveaux pour moi, des nouveaux questionnements. Et ça enrichit la manière dont on voit le monde. Et c'est très bien. Mais complètement. Et puis même en vrai, même la façon de se mobiliser diffère
peut-être peut différer. Avant, justement, l'engagement se faisait d'abord dans les partis, et puis aujourd'hui, il y a aussi une sorte de e-engagement, e-militantisme, où on s'attarde aussi sur des enjeux plus globaux. C'est ça qui est paradoxal peut-être, et qui fait qu'il y a ce constat qui a été mis, peut-être à tort, mais oui, des intérêts à la fois globaux, mais aussi très particuliers. C'est-à-dire que les jeunes ont tendance à s'intéresser à des causes style la responsabilité sociétale des entreprises, ou alors l'environnement. Et en même temps, au lieu d'intégrer une idéologie de manière générale, et donc en fait de manière transversale, le mettre un peu partout, transposer partout, et bien là c'est un sujet en particulier qu'ils veulent changer, et ils s'engagent là-dessus en particulier. Oui. C'est aussi parce que les canaux d'information sont différents. C'est aussi parce que moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui le monde est encore plus mondialisé qu'il l'était avant. Et donc on est plus informé ou plus sensible à des questions plus mondiales qui viennent de loin, mais ça nous mobilise. Le sort des femmes en Iran, oui, ça nous mobilise aujourd'hui, alors qu'avant, le sort des femmes en Iran, c'était tellement loin, on avait très peu de reportages, on s'y intéressait peu. Donc tout ça fait que des questions mondiales nous touchent plus. Le changement climatique, pour prendre un exemple, c'est devenu un phénomène mondial. Alors on peut agir un peu ici, mais on a besoin d'agir collectivement au niveau du monde pour trouver des solutions, parce que l'interdépendance de notre situation économique, notre bien-être, dépend tellement de ce qui se passe partout dans le monde. On l'a vu que la crise du Covid, un problème de santé, tout de suite un problème mondial, et on trouvait des solutions mondiales à ça. Donc voilà, on se mobilise pour des choses différentes, parce que le monde aussi a changé, et que les modes de communication sont très très différents. Moi, à l'époque, on recevait un petit bulletin une fois par mois de l'association à laquelle on participait. Maintenant, on a combien de tweets par minute? C'est ça. Et on réagit à des tonnes de choses, et on s'investit beaucoup plus rapidement, on peut mobiliser des gens par réseau social très facilement. Donc voilà, le monde change, et c'est très bien. Qu'est-ce que ce serait ennuyeux s'il ne changeait pas? Eh bien, et on dit aussi souvent que, parce que tu as mentionné le Covid, gouverner c'est prévoir. Et je me rends compte qu'en fait, tu as des compétences ministérielles, d'ailleurs, n'hésite pas à nous les partager, qui sont en fait un véritable atout, dans la mesure où ils permettent véritablement de prévoir le monde de demain, en tout cas répondre à des problématiques qui s'étendent sur du long terme. D'ailleurs, quelles sont-ils encore tes compétences ? Alors, j'ai un paquet de compétences un petit peu éclatées, comme c'est un peu bizarre, donc j'ai à chaque fois sauté d'une compétence à l'autre, mais enfin c'est très intéressant. Je suis ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle en région bruxelloise, donc on cherche à faire réduire lentement, peut-être pas lentement, mais sûrement le niveau de chômage à Bruxelles, et essayer d'augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes et les moins jeunes qui cherchent du boulot. Je suis ministre des pouvoirs locaux, donc je donne des subsides et je contrôle l'action des pouvoirs locaux, c'est-à-dire des communes principalement. Je suis ancien bourgmestre, donc je connais très bien le fonctionnement des communes. Je suis ministre de bien-être animal, c'est une petite compétence sympathique. Je suis également ministre des allocations familiales et ministre de la transition numérique, c'est-à-dire de l'informatisation, on dirait dans un terme ancien, des services publics régionaux bruxellois, avec de belles ambitions pour que Bruxelles saisisse la modernité et puisse offrir un accès à tous, à toutes ces possibilités que le numérique nous offre aujourd'hui. Justement, cette dernière compétence, elle est tellement essentielle aujourd'hui. Et en soi, quand on parle peut-être des problèmes de l'administration, nombreux en fait découlent simplement du fait qu'on devrait peut-être les automatiser pour permettre à nombreux par ailleurs qui ont droit à un ensemble d'aides d'y accéder typiquement. Écoute, moi j'ai connu le temps où quand on faisait une démarche à la commune, la seule solution c'était de prendre congé dans la journée, d'aller faire la file au guichet. On attendait, je sais pas quoi, on avait de la chance, on attendait un quart d'heure, mais sinon on pouvait attendre une demi-heure. Et puis on faisait sa demande, on donnait un formulaire, on remplissait le formulaire papier avec sa petite signature en dessous, on mettait sa photo, il fallait revenir le lendemain ou le surlendemain chercher le document, il fallait venir 2 fois à la commune, etc. pour sa carte de riverain, pour se parquer dans le quartier, pour son passeport, son certificat de composition de ménage pour s'inscrire à l'école ou avoir une réduction de ceci, une réduction de cela. Aujourd'hui, on peut tout faire, presque tout, à distance, chez soi. On rentre ce soir à la maison et hop, j'ouvre mon petit ordi et je fais la demande, formulaire, etc. Tout ça, ça simplifie la vie des gens. Ça va beaucoup plus vite. Je peux avoir la réponse tout de suite. Parfois, on peut m'envoyer à domicile un document. Je peux le télécharger automatiquement. Donc, il y a moyen à travers le numérique de simplifier la vie des gens, d'accélérer la vie des gens et aussi d'automatiser ce qu'on appelle les droits auxquels les gens ont accès. Parce que, dans beaucoup de cas, les gens ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès à une information. Je suis ministre en charge
des allocations familiales qu'on donne aux mamans seules ou pas aux mamans seules pour élever leurs enfants. Et on a en région bruxelloise un système qui est particulièrement bien pensé pour tenir compte des situations sociales. Et quand on vit dans une famille qui a de faibles revenus, on a droit à une allocation sociale majorée, plus grande. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. Dans l'ancien système, il aurait fallu dire toc, 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 je gagne moins que le montant, donc j'ai droit à un montant supérieur. Maintenant, par l'automatisation, on peut automatiquement consulter la banque de données du ministère des Finances sur les déclarations d'impôts et on peut automatiquement attribuer le montant à la personne qui n'avait peut-être pas conscience et qui n'avait peut-être pas obtenu le supplément social auquel il avait droit. Donc ça permet l'automatisation des droits. Un autre exemple simple, avant, pour introduire une demande de logement social, pour avoir accès à un logement social, il faut vérifier votre revenu. Avant, il fallait prendre la copie de son avertissement extrait de rôle d'impôt pour prouver l'argent. Il suffit de dire maintenant, j'autorise à aller consulter la banque de données du ministère des Finances et automatiquement vous avez moins de paperasse à remplir, ça va beaucoup plus vite. Donc on sait faciliter la vie des gens. Mais évidemment, dans le numérique, tout le monde ne maîtrise pas les compétences. Chez les jeunes, on se débrouille assez spontanément, même si on sait peut-être faire une vidéo ou un tweet, mais on ne sait peut-être pas remplir un formulaire sur Internet ou faire un document complet en Word. Voilà, on a besoin quand même d'un apprentissage. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'apprentissage numérique. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes qui viennent de l'étranger, qui n'ont peut-être pas eu l'apprentissage. Il y a des gens qui ont peur, des gens qui ne se débrouillent pas très bien. Donc il y a ce qu'on appelle, parfois on appelle ça une fracture numérique, j'appelle ça des inégalités numériques. On n'a pas tous les mêmes compétences. Donc on a absolument besoin de rehausser le niveau de compétences numériques dès l'école pour les plus jeunes, mais aussi ce qu'on appelle des espaces publics numériques, donc des petites associations de quartier ou soutenues par les communes ou associatives, qui donnent des cours d'apprentissage au numérique de base pour des personnes âgées ou des personnes qui ne maîtrisent pas ces compétences. Et nous finançons un réseau d'espaces publics numériques en région bruxelloise pour monter en gamme le niveau de compétences numériques des citoyens. Ok, et en effet, je pense que c'est concrètement le meilleur moyen pour améliorer aussi le bien-être finalement des Bruxellois que d'investir là-dedans. Et justement, comment toi tu fais pour rendre ça plus accessible, le numérique aux personnes âgées, mais également parce que tu l'as mentionné, chez les jeunes, on a cette tendance à croire qu'on est paré à tout du point de vue parce qu'on est né dedans. Mais constat émis, il y avait, il y a encore quelques années, en fait, on devait la procédure pour obtenir, par exemple, une bourse. Je sais que je devais aider des étudiants là-dedans à l'université. Elle était quand même un peu laborieuse. Et encore, je n'ose pas imaginer comment elle était il y a quelques décennies, mais l'ULB. Mauvaise pub, sorry. Mais en tout cas, l'ULB, sur la Fédération de Bruxelles, il fallait remplir, et la procédure elle était laborieuse. Et finalement, depuis l'année passée, il me semble, j'avais dû réaider quelqu'un d'autre à obtenir cette bourse. Et la procédure, elle allait juste toute seule. Et parce que tout simplement, maintenant, on intègre, plus de personnes aussi ont It's Me. Instant pub encore une fois, mais It's Me, tout simplement, ça simplifie la vie des gens. Ça simplifie totalement la vie des gens. Donc, le numérique, il est partout. Aujourd'hui, on peut commander une pizza, on peut réserver sa chambre d'hôtel ou son billet d'avion ou son billet de train, partir en vacances. On peut acheter un bouquin qui est livré à la maison. On peut payer à la banque avec simplement les deux smartphones qui se parlent automatiquement. Donc, on sait faire et commander tous les documents administratifs, payer ses impôts. Tout ça existe en numérique, pratiquement tout. Donc moi, ce que je veux à Bruxelles, en tout cas pour les services publics, je ne suis pas compétent pour les services privés, ce que font les banques ou quoi, qui le font parfois avec une logique purement commerciale et qui ne pensent pas à s'adresser à tous les publics. Moi, ce que je veux, c'est dans le service public de la région bruxelloise et des communes, on est ce que j'appelle d'abord l'universalité de l'accès en numérique. Pour tous ceux qui trouvent que le numérique est pratique, il faut qu'ils aient accès à toutes les démarches. Okay. Je pense à des gens qui ne savent pas se déplacer, qui ne savent pas toujours aller à l'administration sur place. Donc, il faut que toutes les démarches existent en numérique. Deuxièmement, il faut que les administrations qui développent le numérique, elles le font déjà, pour beaucoup de choses, on a pris des exemples. Il faut qu'elles ne fassent pas seulement en donnant le dossier à un informaticien spécialisé qui vous fait le site le plus parfait pour un informaticien, mais pour quelqu'un qui ne se débrouille pas vraiment, qui n'est pas pensé pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait bien. Donc il faut que le numérique soit inclusif. Il faut qu'il pense aux personnes qui ne maîtrisent pas tout. Donc il faut que l'expérience de l'usager soit pensée en fonction des usagers que l'on a. Donc il faut qu'il soit pensé pour être inclusif. Il faut qu'il y ait une aide, un accompagnement dans la manière dont on développe les services, les applications numériques de l'administration publique. Il faut aussi que ce soit accessible pour les personnes qui portent un handicap. Les personnes qui ont des problèmes de vue, d'audition. Et donc, il faut que le caractère soit assez grand. Il faut soit pensé dès la conception.
Et enfin, il faut être sûr que tout le monde n'a pas accès au numérique, donc il faut bien indiquer dans le process numérique qu'on peut évidemment encore se présenter au guichet ou téléphoner à quelqu'un pour avoir un contact humain direct. Tout ça, je veux le mettre dans une ordonnance, un texte de loi à Bruxelles qui s'appelle Bruxelles numérique, de numérique universel, mais inclusif, accessible et avec toujours des alternatives ou les solutions traditionnelles qui sont toujours présentes pour ceux qui en ont besoin. Ok, le temps d'adaptation, j'imagine. Et en parlant numérique, et tu es ministre de l'Emploi également, est-ce que le numérique, finalement, aujourd'hui, c'est une véritable compétence à acquérir pour tout jeune qui voudrait demain intégrer le marché de l'emploi? Alors, tous, je ne dirais pas, mais il y a tellement d'emplois aujourd'hui, on a besoin de compétences de base. Est-ce que le numérique en fait partie, pourrait en faire partir à l'avenir? Alors, pas encore, justement. Donc, moi, je voudrais... on a beaucoup de chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris, 88 000 encore maintenant, même si le taux de chômage a baissé de 20% à près de 11% maintenant, et il continue à baisser, on va continuer dans cette direction-là, le chômage des jeunes continue à diminuer, mais il reste le problème que beaucoup de nos chercheurs d'emploi n'ont pas un niveau de compétence très élevé. Soit parce qu'ils ont quitté l'école un peu trop tôt, soyons clairs, ils ont eu des parcours scolaires qui ne les ont pas amenés à valoriser leur talent à travers un diplôme ou à travers une formation, soit parce qu'ils viennent de l'étranger et que là aussi, ils n'ont peut-être pas eu un parcours scolaire ou de formation complet, ou alors qu'ils ont un diplôme de l'étranger mais qui n'a pas d'équivalence, de reconnaissance en Belgique parce qu'on ne sait pas très bien ce que vaut ce diplôme d'une école au Soudan ou en Afghanistan. Et donc, le niveau de compétence de nos chercheurs d'emploi n'est pas toujours à la hauteur des très hautes exigences du marché de l'emploi en région bruxelloise, qui est le marché de l'emploi le plus concurrentiel, le plus exigeant, avec les rémunérations les plus élevées d'ailleurs, puisque la région bruxelloise, c'est la région capitale avec beaucoup d'emplois exigeants. Donc notre mission, c'est de faire monter en gamme les compétences des chercheurs d'emploi. Il y a des formations qui existent, formations professionnelles dans plein de métiers, et parfois en quelques mois on peut apprendre un métier, on peut apprendre codeur, on peut apprendre chauffeur de poids lourd, on peut reprendre des études, on peut vous financer, reprendre des études pour devenir infirmière ou enseignant dans des métiers en pénurie, il y a tous les mécanismes de soutien qui existent auprès d'Actiris. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est que Actiris, qui accompagne les chercheurs d'emploi, fasse pour chaque chercheur d'emploi un bilan de compétences. Mais pas seulement un bilan de compétences professionnelles, mais aussi un bilan de compétences linguistiques et un bilan de compétences numériques. Okay. Linguistique, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger et ne maîtrisent pas bien, soit le français, ou le néerlandais, ou l'anglais. Il y a beaucoup d'emplois qui réclament dans l'ORECA, dans la communication, la connaissance de plusieurs langues à Bruxelles, ville internationale, et aussi un bilan de compétences numériques. Parce qu'il y a des tonnes d'offres de formation qui existent, on peut se former spontanément, on peut recevoir des chèques langues, on peut être envoyé à des cours de mise à niveau en matière numérique, adaptés à vos besoins professionnels. Aujourd'hui, on ne peut plus être un comptable si on ne maîtrise pas les applications numériques. On ne peut plus être un chauffeur de poids lourd livreur si on n'est pas capable, sur la petite tablette ensuite, d'indiquer que le colis a bien été livré, de le suivre, etc. On ne peut plus être un clarkiste dans un entrepôt, c'est un métier au départ, il ne fallait pas beaucoup de compétences, si on ne sait pas maîtriser aussi la commande des caisses qui se trouvent là quelque part. On ne peut plus être même une aide ménagère. Si on n'est pas capable de gérer les titres de services électroniques ou les affectations, vous avez une nouvelle adresse chez un nouveau client, comment je me débrouille pour aller chez lui à travers l'application. Donc dans pratiquement tous les métiers aujourd'hui, on a besoin de développer les compétences numériques et avec Actiris, on va le faire. Ok, mais c'est vrai. En fait, le numérique accompagne les changements opérés au sein de la société et donc opérés aussi au niveau des emplois. Et finalement, notre rôle, et ça c'est un truc que j'aime bien au sein de notre parti, du moins au sein de la philosophie de celle-ci, c'est la volonté d'armer les citoyens à pouvoir à la fin jouir de cette liberté. C'est ça le libéralisme social. En général, c'est compliqué de le définir, mais très concrètement, c'est ça. Oui. Moi, ce que je dis, c'est que tous les citoyens, tous les citoyens, tout le monde est différent. Tout le monde a une histoire différente, mais tout le monde a des talents. Et le rôle de l'école et puis le rôle de la société, c'est de faire émerger les talents qu'on a. Alors, on n'a pas tous les mêmes talents. Il y en a qui sont doués pour les mathématiques, qui sont très rigoureux. Il y en a qui ont beaucoup de faconde, qui racontent bien, qui parlent bien, sont doués pour être commerciaux, les métiers de contact, etc. Il y en a qui sont doués pour les langues, il y en a qui sont doués pour seulement l'administration, parce qu'ils font les choses proprement et clairement. Et donc, le rôle de l'école, de la formation et de la société, c'est d'essayer de trouver la bonne place pour chaque personne en fonction de ses propres talents. Il y en a qui ont la chance d'avoir 3 ou 4 talents, ils sont musiciens, mathématiciens et très bons communicants, ils auront le choix, ils pourront devenir soit artistes, soit professeurs d'université, j'en sais rien. Il y en a qui ont peut-être
moins de talent, mais chacun a du talent, chacun doit pouvoir trouver la place dans la société, et le rôle du service public, de l'école, de la formation professionnelle, de l'accompagnement actrice, c'est d'aider chacun à faire son parcours, son projet, qui lui permet de trouver sa place dans la société et de maîtriser sa vie quand il a un emploi. Parce que quand on n'a pas d'emploi, évidemment, on a moins de choix, on est dépendant des circonstances et on a moins l'occasion de construire son projet de vie. Et donc, mettre tous les Bruxellois à l'emploi, ça, c'est vraiment ma priorité. Okay. Et tu parlais d'inégalité numérique. Et c'est vrai que si on se rend dans le sujet des inégalités, il y a les discriminations. Alors aujourd'hui, on peut être discriminé sur base de beaucoup de choses. On peut être discriminé sur base de son poids, sur base forcément de ses origines, sur base de son genre. Et tu es en charge justement de l'emploi et je sais que tu luttes activement contre les discriminations. Quelles sont les mesures que tu opères actuellement? Alors sur un marché, sur le marché ou la réalité bruxelloise aujourd'hui, avec cette ville cosmopolite, avec beaucoup de gens qui viennent de toutes origines, qui ont toute langue, toute religion, toute culture, toute couleur de peau, etc., on a cette grande diversité, et on constate malheureusement qu'il y a encore une série de gens qui ont des a priori, qui ont des regards négatifs sur des éléments qui n'ont rien à voir. C'est pas parce qu'on a telle couleur de peau qu'on n'est pas un bon comptable. C'est pas parce qu'on a telle religion qu'on est un mauvais chauffeur de camion. C'est pas parce qu'on s'habille de telle manière qu'on est plus jeune ou moins jeune, ou plus gros ou moins gros, enfin peu importe, qu'on ne va pas être un bon enseignant, enfin quoi que ce soit. Donc les discriminations qui sont fondées sur rien du tout, ou des a priori scandaleux, ne peuvent pas exister. Elles sont interdites en région bruxelloise. On a une ordonnance, une loi très claire qui condamne les gens qui discriminent pour l'accès au logement, pour l'accès à l'emploi, pour l'accès aux services publics. Tout ça, c'est interdit. Mais ça existe encore. Et on a des tonnes de témoignages de chercheurs d'emploi qui nous disent « j'ai pas très bien compris pourquoi, est-ce que c'est ma couleur de peau qui fait que j'ai pas été retenu, est-ce que c'est mon apparence physique, est-ce que ci, est-ce que ça ?» Et donc on a des tonnes de mécanismes, de dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre les discriminations. D'abord, on a un service au sein d'Acteris où on peut signaler un problème et qui peut accompagner les gens pour tenter de résoudre le problème, ou les aider psychologiquement si nécessaire, ou les accompagner pour avoir une meilleure formation, pour mieux se présenter pour les interviews, etc. On a une administration des inspecteurs de l'emploi qui peuvent mener des inspections si on signale des situations pour tenter de prouver les discriminations dans le cas d'une entreprise, d'un employeur, et les faire condamner. Il faut rappeler que par le passé, on a fait condamner des employeurs, des agences d'intérim par exemple, qui avaient des instructions de ne proposer que des gens qui avaient le profil occidental, pour le dire clairement, et pas d'autres candidats. Ça a été clairement interdit, l'entreprise s'est fait clairement condamner. Donc chaque fois qu'on peut déployer des techniques particulières, et on peut le faire maintenant avec des tests de discrimination, des envois de CV anonymes où on change le nom de famille, des interviews sur place, on peut envoyer un acteur jouer le rôle d'un candidat pour un emploi, pour recueillir de l'information. Chaque fois, on peut faire condamner les entreprises. Et ceux-ci sont bien protégés, c'est les acteurs qui vont se faire passer? On a mis un système en place, je viens de faire modifier le règlement. Bruxelles a la législation la plus protectrice et la plus ambitieuse en matière de lutte contre les discriminations à l'embauche. Notre législation, qui avait été initiée par Didier Gauzoin, mon prédécesseur, et que je viens de moderniser maintenant, est la plus avancée. Elle a été copiée par le fédéral, elle va être copiée par la région wallonne. Je crois que nous sommes de toutes les régions du monde l'une de celles qui est la plus volontariste pour lutter contre les discriminations. D'abord pour rappeler que les discriminations, ce n'est pas une opinion, c'est une infraction, c'est interdit. On n'a pas le droit. D'abord parce que c'est un gaspillage de talent. Le nombre de gens qui ont des talents, des compétences et qui ne demandent qu'à travailler et déployer dans l'emploi ce qu'ils sont. Deuxièmement, parce que toutes les études et toute l'histoire montrent que la diversité dans l'entreprise ou dans l'organisation est souvent un gage de créativité, d'une plus grande attention à la clientèle, à ce qui se passe dans le monde. Et donc c'est bon pour l'entreprise d'avoir la même diversité dans l'entreprise que celle qu'il y a dans la clientèle ou dans les gens qu'on traite. Donc c'est plus qu'une erreur, c'est une infraction. Mais c'est une erreur pour le patron qui fait ça. Il ne se rend pas compte comme il fait de mauvais choix. Simplement parfois parce qu'il peut avoir peur d'une couleur de peau, d'une religion, d'une origine ethnique.
Oh, ça découle certainement de la peur et ça me permet de mettre cette phrase que j'aime bien répéter, mais Bruxelles influencera le monde et en l'occurrence, là pour le coup, elle influence en tout cas la Belgique et le monde, j'espère également. Mais ça me rappelle un peu une affaire connue qu'on étudie à chaque fois en droit, c'est l'affaire Airbnb. Il y a l'affaire Airbnb et il y en a une aussi avec un jeune que j'avais suivi, donc c'était en France, où justement il avait fait cette opération. Donc en fait il avait postulé et il était vraiment bien, enfin il était compétent, il était surdiplômé limite et donc il postule, il n'est pas repris, il postule avec un autre nom, avec pas un autre photo mais un autre nom, un nom bien français, voilà. Et c'est mieux passé du coup il a, en tout cas, il y a eu une grosse polémique sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et puis l'affaire Airbnb, ça c'est le cas de jurisprudence le plus connu. C'est aux États-Unis, une personne met à disposition Airbnb, une personne afro-américaine souhaite le louer. On lui dit que c'est indisponible. Il change de nom, il change d'identité, il réessaye, boum, comme par hasard c'est disponible. Et ça a fait cas de jurisprudence. Mais c'est quand même dingue de se dire que, comme tu as pu le dire au départ, aujourd'hui, des personnes font finalement cette erreur parce que la personne, qu'elle soit afro-américaine, est capable de louer, mais c'est basé sur des biais sur des biais ridicules, inacceptables. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des tonnes d'études, notamment UNIA, l'Institut de l'égalité des chances. UNIA fait des tonnes d'études chaque année sur les écarts dans les taux d'emploi, dans l'accès à l'emploi, selon qu'on est d'origine africaine, d'origine non européenne, selon qu'on est homme ou femme, selon qu'on est... Et là, il y a des écarts très importants qui mesure qu'il y a ce qu'on appelle une discrimination systémique dans la société. Et la Belgique, d'ailleurs, est un des pays occidentaux, on fait tous des erreurs, un des pays occidentaux, où l'écart, le taux d'emploi des personnes d'origine non européenne est le plus grand par rapport aux personnes d'origine belge. Bien plus encore qu'en France, qu'en Allemagne, etc. Et donc ça nous montre qu'il y a un vrai problème. Maintenant, il faut se dire aussi que cet écart d'emploi ne trouve pas sa source uniquement dans la discrimination. Une partie importante de cet écart, c'est aussi parce que le niveau de formation n'a pas été à la hauteur des espérances du marché de l'emploi. Et donc, il faut aussi corriger cette discrimination systémique du système tout entier, c'est pas seulement l'emploi, c'est l'accès à l'école. Est-ce que dans tous les quartiers de Bruxelles, on a un accès à une école de qualité? Est-ce que dans tous les quartiers de Bruxelles, à travers l'école, les choix scolaires, l'encouragement, est-ce que tous les enfants ont la même chance d'accéder à une formation supérieure, à l'université ou à la formation qui leur convient? Est-ce qu'il n'y a pas des biais dans l'école qui fait que oui, mais celui-là il est un peu moins bon, on va l'envoyer vers l'enseignement technique et professionnel, alors qu'en fait il est aussi doué qu'un autre et il aurait pu faire le droit ou comptable ou un métier qui lui aurait peut-être beaucoup plus plu. Et est-ce qu'il n'y a pas dans le système des dispositifs qui, parfois inconsciemment, mais aboutissent à ce que beaucoup plus d'enfants issus des communautés qui sont dans les quartiers aboutissent dans des situations où ils sont peu ou mal qualifiés pour les emplois, alors que les enfants de plus beaux quartiers, eux, ont un joli parcours scolaire et ont accès dès lors aux emplois mieux rémunérés, plus valorisés dans la société. Et donc, ces discriminations, c'est tout le système qu'il faut réformer. Est-ce qu'il y a assez de crèches dans les quartiers? Est-ce que les écoles sont de qualité? Est-ce que les enfants ont les mêmes chances? Est-ce que dans tout le parcours, on dit aux filles et aux garçons qu'ils ont les mêmes potentiels de développement demain? Est-ce qu'on ne genre pas trop les choses en disant les filles, les métiers du care ou du soin, les garçons, ils vont faire les métiers un peu valorisants. Voilà. On doit s'interroger à tous les niveaux dans la société. Est-ce qu'à chaque dispositif, on ne construit pas petit à petit des discriminations qu'on mesure ensuite sur le marché de l'emploi? Parce que quand j'ai face à moi deux jeunes, et l'un qui a eu la chance, en passant par les beaux quartiers, de terminer avec un diplôme universitaire, et un autre qui n'a pas eu cette chance, qui a eu un parcours scolaire un petit peu cabossé, qui n'a peut-être pas été soutenu comme il devait l'être, et qui n'a pas un diplôme de compétences équivalentes, alors le fait qu'il n'arrive pas à l'emploi n'est pas causé principalement par sa couleur de peau, son origine, mais elle est causée par tous les autres éléments de son parcours, et nous devons alors le remotiver, lui redonner une chance de déployer ses talents à travers une formation pour trouver un emploi qui lui plaît. Ce sont des questionnements fondamentaux. En fait, il me semble que c'est selon les Brussels Studies, il y a ce constat finalement que même si, indépendamment de ce dont on a l'impression quand on a vécu à Bruxelles, on se dit mais on vit tous, on est dans les mêmes quartiers, on se croise tous, on fait tous, il y a un accès à l'université plus aisé, disons-le comme ça, et que donc finalement chacun dispose entre les mêmes chances. Les Bruxelles Studies ont été clairs, il y a une proximité certes à Bruxelles, parce que Bruxelles en termes de taille est petite, mais on ne loge pas les mêmes endroits, on n'a pas les mêmes chances, on ne fréquente pas les mêmes lieux, et donc tout ça
amène forcément à un parcours qui sera différent. Et justement, je me demandais, à côté d'éléments qu'il faut encore creuser et qui sont finalement, comme tu l'as dit plus tôt, des éléments qui permettront de combattre concrètement et efficacement les discriminations à l'emploi et les écarts les écarts qu'il y a pour l'intégration sur le marché de l'emploi. Il y a aussi des questionnements à émettre, parce que là je pars de ma communauté, donc je suis à moitié congolais, et je pense, corrige-moi si je fais une erreur, mais qu'on est sur le marché de l'emploi, en tout cas, on est certainement dans les plus discriminés. Et je remarque qu'il y a beaucoup de diplômés, typiquement congolais. Il y a cette culture un peu de diplôme, mais parfois de diplôme pour le diplôme. Et il y a aussi cet enjeu un peu de réseau qui permettrait de dire aux uns et aux autres que tel diplôme est peut-être le mieux pour atteindre tel objectif. Alors évidemment, il faut tout étudier en fonction de sa passion, et ça j'en suis persuadé, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont dû un peu se faire eux-mêmes, qui n'ont peut-être pas bénéficié d'un réseau, et qui se retrouvent à la fin d'un parcours à accumuler parfois des diplômes, sans forcément atteindre les objectifs qu'ils avaient au départ. Et donc ça aussi, c'est un enjeu, je pense, qu'il faut interroger. Maintenant, comment... Tout à fait. Donc tu as entièrement raison. Donc quand on regarde les phénomènes de discrimination sur le marché de l'emploi, la catégorie qui souffre le plus de discrimination, c'est les personnes qui portent un handicap. Okay. Aussi parce que le handicap est spécifique à chaque personne et que la réponse à trouver est souvent plus spécifique et plus compliquée à trouver. Et donc nous allons travailler pour essayer d'améliorer les mécanismes de soutien à la mise à l'emploi des personnes qui portent un handicap, pour soutenir les employeurs qui font le pari d'en prendre, parce qu'il y a parfois aussi de très beaux exemples. Il y a par exemple des gens qui ont un syndrome d'autisme. C'est pas très compliqué de dialoguer avec eux, etc., de les insérer dans une équipe. Pourtant, les personnes qui souffrent d'autisme ont une rigueur au travail et une détermination au travail qui dépassent tous les autres travailleurs. Et donc, quand on cadre bien leur mission au travail, on sait les mettre à l'emploi, et les employeurs sont hyper satisfaits de leur travail, et eux-mêmes se sont très satisfaits et se révèlent à travers le travail. Ce n'est pas le cas pour toute forme de handicap, mais donc on peut trouver des solutions. La deuxième catégorie qui est la plus discriminée, c'est les personnes qui sont d'origine subsaharienne, comme on dit la catégorie statistique, qui sont de peau noire, pour faire simple. Et ceux-là sont encore beaucoup discriminés aujourd'hui, beaucoup plus que les personnes d'origine nord-africaine ou de Turquie ou d'Albanie, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Curieusement, les hommes d'origine subsaharienne sont plus discriminés que ne sont les femmes d'origine subsaharienne. Okay. Et il arrive chez une partie de cette catégorie de population, justement, une course au diplôme. À force de ne pas avoir trouvé d'emploi, ils ont le réflexe, qui est le bon réflexe, de dire je vais améliorer ma présentation, je vais faire un diplôme en langue en plus. Mais alors ils se surdiplôment. Ouais. Et à la fin, ils aboutissent à être tellement surdiplômés que, à nouveau, l'employeur dit non, mais il a trop de diplômes, je ne vais pas l'engager parce qu'il a trop de diplômes. Voilà. Toute la base, ça résulte de discrimination sur la couleur de peau qui est inacceptable. Je n'ai jamais trouvé aucune étude qui m'indique que la couleur de peau modifiait la capacité de quelqu'un à travailler et à trouver sa place dans la société. Et donc, on doit mettre en avant tous les modèles positifs que l'on a, et il y a des tonnes de modèles positifs de gens de couleurs de peau différentes, qui portent un handicap ou autres, qui ont fait de superbes carrières, qui se réalisent très bien et qui sont devenus des grands personnages, hommes ou femmes, de l'histoire. Et donc, il faut casser ces biais discriminatoires et soutenir tous ceux qui, aujourd'hui, souffrent de discrimination pour leur donner une chance égale de trouver un emploi. Ouais. Et aussi, peut-être, je me dis, pour la question du réseau, toujours développer des structures, je ne sais pas, pour entre eux-mêmes mettre à disposition les personnes qui ont réussi pour pouvoir partager un peu des bonnes pratiques avec des jeunes. C'est un truc qu'on a voulu faire avec des jeunes à un moment donné et qu'on a commencé à faire. C'était vraiment, c'était un meet and ting, on appelait ça comme ça, mais on l'avait fait avec des entrepreneurs. Donc justement, on prend des entrepreneurs de tout horizon qui venaient expliquer leur parcours. Et finalement, il y avait des jeunes qui s'intéressaient à l'entrepreneuriat qui étaient venus et qui ont pu discuter avec. Et à la fin de cet événement, nombreux sont venus me dire, écoute, je suis ressorti déjà avec tel ou tel contact. Donc ils étaient super contents parce que du coup ils avaient vu des personnes qui avaient fait concrètement ce qu'ils espéraient pouvoir faire ensuite. Puis aussi au niveau des bonnes pratiques, d'un point de vue juridique, tout ce qui est, parce que ça fait peur d'entreprendre, donc il y a l'enjeu des enjeux administratifs, etc. Tous ces éléments-là, les jeunes qui étaient là se sont dit finalement,
fait, c'est possible. Enfin, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Mais encore une fois, je pense que ils ont besoin d'un modèle, mais d'un modèle accessible. Tout à fait. Et tout ce qui relève de ce que j'appelle l'empowerment, pour dire un joli mot français, expliquer aux gens qu'ils ont en eux la force d'aller en interview et leur apprendre à comment déjouer les questions qui sont discriminantes et comment le dépasser pour pouvoir se révéler à l'interview et quand même se faire engager, ou la force de faire de l'auto-entrepreneuriat dans certains cas. Donc on va aussi travailler sur l'empowerment des chercheurs d'emploi victimes de discrimination pour les aider à être plus forts dans ce contexte difficile face à de temps en temps des biais. Mais moi, ce que j'aime bien dans la diversité qu'on connaît à Bruxelles, c'est qu'au début, la diversité, par méconnaissance, elle crée parfois des réactions un petit peu. Je pense que les personnes noires de peau sont comme ci, sont comme ça. Enfin, ces réactions-là qui sont détestables et illégales et qui doivent être sanctionnées. Mais au fur et à mesure que cette diversité se déploie dans la société, il y a aussi beaucoup plus d'employeurs aujourd'hui issus de la diversité. Complètement. Et donc c'est en train de changer. On a connu la période difficile où cette diversité créait des questionnements, n'était pas assez, créait des peurs et des réactions non acceptables. Mais cette diversité, aujourd'hui, elle prend sa place dans la société. Et je connais de plus en plus de chefs d'entreprise ou de chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes issus de la diversité et qui sont justement pas atteints eux-mêmes par ces biais et qui savent reconnaître que cette diversité est essentielle pour la qualité de leur organisation et donc deviennent des employeurs qui ont les bons réflexes. Et donc, je pense qu'on est dans la bonne phase de la diversité à Bruxelles. J'espère, en tout cas. Ouais, j'espère qu'on va construire comme ça une société plus inclusive et plus égalitaire. Je pense que, naturellement, il y a ça. Et puis, de toute façon, la force publique, l'action publique que tu mènes et qu'Acteris mène reste aussi toujours essentielle parce que même si, évidemment, la population change, il y aura toujours de nouveaux critères, entre guillemets, de discrimination. Et donc, il faudra toujours une sorte de rééquilibrage. Et donc, ça, et pour ça qu'il faut que la force publique, que la Belgique soit toujours consciente finalement de ces enjeux-là. Et donc c'est important. Mais justement, est-ce que tu peux me parler des NEET ? Parce que ça, alors évidemment, je sais ce que c'est, mais quand j'ai vu ce mot, je me suis dit, waouh, ce mot, ça m'évoque N-E-E-T, NEET. Ok, c'est une appellation particulière. Alors NEET, c'est un acronyme anglais, qui est une catégorie statistique comme ça. Ça veut dire Not in Education, j'oublie maintenant. Not in Education. Je t'avoue que je ne sais plus. And training. Moi, en tout cas, c'est des personnes qui sont ni à l'emploi, ni à. Not in employment. Not in employment, education and training. Donc voilà, ça veut dire ceux qui ne sont pas en emploi, ceux qui ne sont pas à l'école ou ceux qui ne sont pas en formation professionnelle. En fait, ça vise la catégorie des jeunes, on prend les catégories, ça parle des jeunes, ça vise les jeunes qu'on n'a pas retrouvés dans les chiffres. C'est ça. On prend le nombre de jeunes qui ont entre 16 et 24 ans, et entre 16 et 24 ans, les jeunes, on devrait les trouver soit à l'école, soit à l'université, en école supérieure, soit en emploi pour ceux qui ont quitté assez tôt, qui travaillent très tôt, parfois des jeunes qui travaillent à 16, 17, 18, 19 ans, ou en formation professionnelle. Et puis quand on fait le nombre total de jeunes et qu'on retire ceux qui sont en emploi, ceux qui sont à l'école, en formation, à l'université, ceux qui sont en training, en formation professionnelle, on voit qu'il y a un pourcentage qu'on ne retrouve pas. À Bruxelles, ça fait environ 10% des jeunes. 11% chez les garçons, 8% chez les filles. Est-ce que comparé à la Wallonie ou en Flandre, c'est... Alors, c'est à peine plus haut que la Wallonie. Okay. Et c'est plus haut que la Flandre. Alors soyons clairs, ce phénomène de NEETs, de jeunes qu'on ne retrouve nulle part, marque plus les territoires marqués par la pauvreté et par les profils migratoires diversifiés comme on a à Bruxelles, parce que c'est lié aussi à la pauvreté, etc., à un accès à l'école plus compliqué, etc. Mais heureusement, on baisse, on est à 15%, on est en train de baisser à 11%, donc la tendance est bonne, mais c'est encore beaucoup. Donc dire qu'entre 16 et 24 ans, un jeune sur 10, entre guillemets, il n'est pas à l'emploi, il n'est pas à l'école, il n'est pas en formation, où est-ce qu'il est ? Il traîne chez papa, maman, il n'a pas de boulot, il ne recherche pas parce que sinon il serait inscrit chez nous au chômage et il n'est pas parti en formation. Or, c'est l'âge où il faut se former. Donc, c'est quelqu'un qui va partir peut-être plus mal dans la vie. Comment les chercher ?
Comment finalement faire diminuer ce taux? Alors, on a des programmes en région, un ensemble de dispositifs pour essayer d'adresser ce phénomène. Alors, ça touche à la fois le rôle de l'école, parce qu'il y a des jeunes qui quittent l'école prématurément, etc. Donc, c'est comment l'école peut mieux conserver les jeunes pour qu'ils aillent au bout de leur scolarité. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un jeune qui sort sans son diplôme de secondaire. Après, il vient chez nous, chez Acteris, trouver du boulot. C'est plus compliqué à le placer. Donc, il faut lui dire, non, tu ferais mieux de terminer tes secondaires, ou tu ferais mieux de faire une formation plus pratique qui te plaît. Donc il faut les convaincre d'abord de rester à l'école, de choisir une filière de formation qui leur plaît. Et là, je dis chacun a du talent. Il faut comprendre en quoi je vais déployer mon talent. Moi, j'aime bien faire la cuisine, ou j'aime bien conduire une voiture, ou j'aime bien faire de la mécanique, ou j'aime bien peindre, ou j'aime bien parler. Il y a des métiers pour chacun qui peut déployer un talent. Donc, c'est ça le rôle aussi de l'école, la formation, de l'accompagnement, d'essayer d'orienter les gens vers le projet qui leur plaît. On a aussi, chez Acteris, pour les gens qui viennent s'inscrire chez nous, depuis maintenant quelques années, sur une idée européenne, un projet qui s'appelle la garantie jeune. Tout jeune, de moins de 24 ans, qui vient s'inscrire chez Acteris en recherche d'emploi ou simplement pour avoir un statut, parce que pour avoir une allocation et vivre de quelque chose quand même, reçoit automatiquement un accompagnement, et une des solutions qui sont sur la table. Et les solutions, la meilleure, c'est de le mettre à l'emploi, mais on n'a pas toujours un emploi qui correspond à son niveau de compétence. Soit de le remettre aux études, si on parvient à lui convaincre que reprendre les études lui plairait, lui permettrait de déployer ses talents, ou le mettre en formation professionnelle ou en stage dans une entreprise pour qu'il se rende compte ce que c'est le monde du travail et peut-être se rendre compte qu'il y prend goût et qu'il a peut-être besoin alors de se reformer un petit peu pour être bien pour le job. Donc il faut que le jeune ait ce qu'on appelle une sortie positive, soit vers un emploi, soit vers un stage, soit une reprise d'études ou une formation professionnelle. Et alors nous sommes satisfaits parce que ce jeune est de nouveau dans un processus, dans un chemin dans lequel il construit sa vie. D'accord. Je voulais te poser une question et elle me brûle les lèvres depuis le début de l'émission. Parce que tu as beaucoup d'expérience et je me demandais, est-ce que tu n'as pas une anecdote plutôt amusante? Alors ça sort complètement du cadre de la discussion là maintenant, mais une anecdote plutôt amusante de ta vie politique. Alors l'anecdote la plus amusante que j'aime raconter, je ne sais pas vraiment si je peux la raconter, mais comme il n'y a personne qui nous écoute, je vais pouvoir le dire. J'étais bourgmestre de Schaerbeek, je suis bourgmestre de Schaerbeek depuis 20 ans, je suis en congé maintenant de cette fonction. Et dans le cadre de mes fonctions de bourgmestre, on a plusieurs fois accueilli des visites royales. Ah. Et un jour, on a une belle visite royale, il y a plus d'une dizaine d'années déjà. On a le roi Albert et la reine Paola qui nous rendent visite à Schaerbeek. Ça fait très longtemps qu'on n'avait plus de visite royale. On était très fiers d'accueillir le couple royal dans une commune pauvre, dans des quartiers populaires comme Schaerbeek. On leur fait une belle grande visite, etc. Parc Josaphat, la Cage aux ours, des quartiers d'hiver. Et puis à un moment, moi je pars avec le roi, ma première échevine part avec la reine. Et puis on se retrouve, je pense qu'il est 13h, un truc comme ça, ou 13h30, à l'heure de l'apéro, il y a le repas qui va être servi, au centre de jour pour seniors. Et tous les seniors sont là, bien endimanchés, chacun a été chez le coiffeur, a mis son beau truc, et on est là, et j'arrive avec le roi, on salue tout le monde, il applaudit, on arrive à la table d'honneur, et on est là, et on attend debout. Et la reine doit arriver. Mais la voiture de la reine tarde un peu. Alors on est là debout, on attend, tous les petits vieux sont là, ils attendent gentiment, et puis ça dure 10 minutes, un quart d'heure, tu imagines un petit peu, tout le monde attend, et alors on a dressé sur la table, il y a des brocs avec du jus d'orange, on entend les bouteilles de vin qu'on nous, poups, on entend pas les bouteilles de vin, moi je fais un peu la conversation avec le roi en attendant, et puis la reine arrive enfin, alors tout le monde applaudit, la reine arrive à la table, elle se met là un peu plus loin, et elle se fait accaparer par une dame qui est là, qui dit « Mais ma mère a servi à la maison royale, elle parle. » Et moi, je suis là debout avec le roi, on entendait la reine, en fait, pour trinquer et boire un verre. Et alors, mais la reine est là un peu plus loin, donc elle n'est pas près de moi. Et je dis « Mais comment faire pour que cette dame arrête d'accaparer la reine et qu'on puisse enfin... Et je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je proposais à la reine de prendre un verre de vin? Mais un verre de vin, c'est embêtant. Alors je vois le broc de jus d'orange et je me penche, je dis, Madame, est-ce que vous voulez un verre de jus d'orange? Je crie bien fort pour qu'elle m'entende. Et le roi me dit, non, on dit, Madame, elle veut un peu de vin comme tout le monde. Ok. Voilà. Et tout le monde a ri et on a pris un verre de vin. Voilà. J'aurais voulu voir en plus. Voilà. Prendre un verre de vin avec tous les petits jeux. Enfin, j'ai vraiment la scène, là, je suis rentré dans ton histoire. Et parce que tu as mentionné également le fait que tu étais bourgmestre de Schaerbeek. Et il est vrai que
En fait, Schaerbeek, même ne serait-ce que moi, depuis que je suis petit à maintenant, donc Schaerbeek, c'est une commune qui est à côté de ma commune, et j'étais à l'école à Saint-Louis, donc juste à côté de l'université, et j'ai pu voir un peu Schaerbeek. En tout cas, j'ai souvent été à Schaerbeek. J'ai l'impression Schaerbeek, c'est quand même une grosse commune de Bruxelles, une commune qui a été bien gérée, mais ça a dû être un challenge, parce que quand j'entends les anciens parler de Schaerbeek à l'époque, c'était pas nécessairement en des termes positifs, alors qu'aujourd'hui, quand je parle à des jeunes qui viennent s'installer à Bruxelles, qui viennent de Wallonie ou quoi, eh bien, ou même de Flandre, eh bien, très souvent, ils vont à Schaerbeek. Donc il y a vraiment eu un changement dans Schaerbeek. Moi, je me suis engagé en politique parce que par hasard, à un moment, je suis arrivé à Schaerbeek et j'ai vu que cette commune était mal gérée. Moi, je trouvais que c'était mal géré, qu'il y avait un potentiel remarquable et il y avait une gestion finissante, d'une équipe un petit peu raciste qui avait commencé à dire on s'occupe des électeurs belges, mais les quartiers populaires où il y a des populations immigrées qui ne payent pas d'impôts, s'en occupent pas. Et tout dégringolait, tout allait à volo dans cette commune. Donc moi, ce qui m'a fait rentrer en politique, c'est de se dire, comme intellectuel, passer quelques soirées par semaine à s'occuper de ça, conseil communal, je veux bien. Et puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je suis parti. Mais ma plus grande fierté de fait, c'est que Schaerbeek, qui était une commune très mal considérée, où les gens ne venaient plus habiter que par défaut, parce qu'ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils voulaient, alors finalement ils venaient quand même à Schaerbeek, une commune qui avait une image détestable. Et aujourd'hui, 20 ans après, alors je n'ai pas fait ça tout seul, mais 20 ans après, c'est une commune aujourd'hui agréable, attractive. On a plein de jeunes ménages qui reviennent, des gens qui viennent par choix, ils veulent habiter Schaerbeek. Le parc Josaphat, qui était un coupe-gorge, est réanimé, il est noir de monde tous les week-ends. Tous les publics se mélangent. Toute la diversité de Schaerbeek se mélange. J'ai connu une période où il y avait des tensions entre les Belges et les non-Belges. Maintenant, les gens prennent le même trottoir, ils vont boire un verre au même établissement, ils partagent le parc Josaphat, et dans les écoles sont mélangés. Ce mélange fonctionne. Alors, je ne dis pas que les gens sont encore tous les plus grands amis. Il y a encore des phénomènes communautaires qui fait que tout le monde s'associe un petit peu par son origine, par son groupe d'amis, etc. Donc, il n'y a pas encore des mariages mixtes dans tous les sens, mais il y a déjà un vivre ensemble qui fonctionne bien. Donc c'est le sujet dont je suis le plus fier, et le mandat de bourgmestre, le mandat de mandataire local, ça c'est le plus beau mandat en politique, parce que on est proche des gens, on est proche des problèmes, on peut agir directement dessus. Et moi je me promène à Schaerbeek aujourd'hui et je me dis, là je me souviens, il y avait un terrain vague, et avec les gens on s'est battu, ça a mis 4 ans et demi, et maintenant il y a un parc. Là je me souviens, ici on a construit un super bâtiment, on a une crèche, une des plus belles crèches de l'ONE, dans un quartier populaire où il n'y avait pas de crèche, parce qu'à l'époque, l'ancienne majorité, il y a des crèches dans les quartiers pour les Européens, mais pas des crèches dans les quartiers pour les populations d'origine étrangère. Là, maintenant, il y a une super chouette crèche avec un petit espace à côté, et je sais qu'on fait du travail social dans l'ASBL à côté. Et voilà. Partout où je vais, je vois les choses qui ont été transformées. Ici, on a replanté des arbres, on a redonné un peu du cachet à cette avenue, on a sauvé un bâtiment remarquable ici. Voilà. Et ça, c'est très, très chouette. Et surtout, la dynamique, le retour des gens qui me disent « Ah, Schaerbeek a bien changé, ça, on le voit. » Il y a même une campagne électorale où j'ai dit aux gens « Moi, pas de blabla, ouvrez les yeux. Vous regardez. » Pas besoin de vous dire qui je suis, regardez ce qu'on a fait. Et si vous voulez que ça continue, vous savez pour qui voter. Voilà. Et c'est vrai que ça doit être le truc le plus beau, je pense que quand tu bosses en politique, c'est vraiment de finalement voir le retour sur ce que tu as fait. Et toi, ça doit être ça le plus beau, je trouve, dans un mandat local. C'est que... Tout à fait. Moi, à la fin de mon premier mandat de bourgmestre, quand tu es bourgmestre, tu reçois des courriers tout le temps. Et alors j'avais des amis qui travaillaient dans la com et dans la publicité, ils me disent, mais quand tu as un courrier d'un client qui se plaint, etc., tu sais que pour un courrier qui se plaint, tu as 25 personnes derrière, mais qui n'ont pas pris le temps d'écrire, quoi. Et donc j'avais des courriers de se plaindre, parce que là il fait ça, là ceci, l'éclairage public, la police passe pas, etc. Et à la fin de mon premier mandat, j'avais des courriers de gens qui m'écrivaient, monsieur le bourgmestre, je trouve que vous avez fait du bon travail, les équipes ont bien travaillé ici. Je me dis, mais super, quoi. Tu n'as jamais ça d'habitude comme courrier. Tu as des courriers pour se plaindre, les gens se plaignent. Mais les courriers qui vous félicitent, très très rares. Et donc je l'ai utilisé dans ma campagne électorale en disant, regardez, les citoyens sont contents, c'est pas moi qui vous le dis. Donc, voilà. Et je vais te faire une confidence, par ailleurs, j'avais passé mon permis, je faisais les cours d'auto-école et je les ai fait à Schaerbeek. Je ne citerai pas le nom de l'auto-école. Tu feras pas de pub cette fois-ci? Non, je ne ferai pas de pub cette fois-ci, j'en ai fait trop. Et sponsoriser la vidéo. Non, je rigole. Mais j'ai fait mes cours d'auto-école à Schaerbeek et comme par hasard, donc mon moniteur, à un moment donné, on parle de politique.
Voilà, je fais pas exprès, mais on finit toujours par parler de politique. Et il se trouve qu'il vivait juste à côté de l'auto-école, donc juste la rue en face. Ouais. Donc je pense que là, du coup, tu te fais une idée de quelle rue ça pourrait être et donc potentiellement quelle auto-école. Et il me disait, justement, moi, un jour, donc lui, c'était une personne qui venait de Turquie. Ouais. Et qui était là avec sa femme, etc. Et il m'avait raconté son premier contact un peu avec la politique. Et il m'avait raconté qu'il avait toqué à ta porte, justement. Et que tu étais une des personnes... Il m'a parlé de toi et tu étais une des personnes qui l'avait aidé. Je ne sais plus exactement c'était quoi l'histoire, mais il me disait, je crois que c'était parce qu'il voulait travailler en Belgique, il voulait rester en Belgique ou un truc du style, et il me parlait de toi. Et je ne l'ai même pas mentionné le fait que j'étais du coup dans le même parti. Je ne m'en souviens pas, mais peut-être que si je le vois, je m'en souviendrai. Ouais. En tout cas, c'était... grâce à lui, je gère mon permis, donc... mais c'est une super personne, et honnêtement, genre, elle n'a rien à voir. Et c'est ça qui est beau, je trouve. C'est que quand il m'a dit ça, ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais c'est dingue. Ça veut dire que... Parce qu'il me racontait comme une histoire qui datait d'il y a... quand il est arrivé en Belgique avec sa femme. Donc, c'était il y a quand même au moins 20 ans. Enfin, ou 10 ans. Je ne sais pas évaluer. Et jusqu'aujourd'hui, il se rappelle de cette aide que tu as fait, sans savoir qui il est, mais juste pour le principe justement d'agir pour le bien, et puis parce que voilà, quelqu'un toque à ta porte et tu l'aides. Et lui, ce petit geste, il s'en rappellera toute sa vie. Et ça, c'est un truc, tu te dis, mais waouh! En fait, c'est ça, la politique. Ça, c'est ça qui est gai. Donc, j'aime autant avoir des situations comme ça ou des histoires comme ça qu'on me raconte. Ça fait plaisir. Alors, malheureusement, j'ai pas la baguette magique. Je sais pas donner un emploi ou trouver un emploi à tout le monde. Mais ce qu'on veut à la commune, c'est accueillir tout le monde sur pied d'égalité. Pendant longtemps, on a eu une politique de discrimination, Schaerbeek. Accueillir tout le monde sur pied d'égalité. Accorder à tous les mêmes droits, mais les mêmes devoirs. Tous les citoyens ont tous les mêmes droits, mais ils ont les mêmes obligations légales à la société, ça c'est logique. Ouais. Et si tu traites les gens comme ça, ils voient qu'ils sont traités avec justice, avec attention. Et même si tu ne sais pas tout faire, ils comprennent qu'il y a une limite à ton budget, que le club de sport veut plus d'argent pour les jeunes, tu ne sais pas donner plus et donner ça. Mais si ce que tu donnes est juste par rapport aux autres clubs, par rapport aux autres politiques que tu mènes, et que tu es transparent, que tu expliques ça aux gens, ils peuvent comprendre. Et la chose qu'il faut, c'est montrer qu'il y a une amélioration continue et que tu travailles dans l'intérêt des gens. Et ça, c'est le beau côté de la politique. Ok. C'est une phrase que je t'entendais dire tantôt, donc ne demande pas finalement ce que le pays fait pour toi, mais plutôt toi ce que tu fais pour le pays. C'est ça finalement l'équilibre aussi entre droit et devoir, et je pense que la société idéale est à cet équilibre-là. Tout à fait. Oui, il y a parfois des gens qui demandent que les politiques fassent tout, et qu'ils reçoivent un logement, une maison, une allocation, une place en crèche, etc. Non, il faut aussi que chacun fasse sa part. On n'est pas là uniquement pour distribuer à tout le monde un chèque ou un bonus cadeau. Il faut que tout le monde trouve sa place dans la société, travaille, puisse contribuer, et entre guillemets le plaisir de payer des impôts. Je le dis de manière un peu provocante, parce qu'en payant des impôts, on contribue à la société et on contribue à financer les services. On a l'école quasi gratuite en Belgique, on a l'université qui coûte pas très cher, on a des soins de santé remarquables, on a quand même un pays qui vit en paix. Même s'il reste encore des problèmes, il reste du chômage, il reste des inégalités, il reste de la précarité, il reste beaucoup de problèmes, mais on est quand même un des pays au monde, je crois, où on vit le mieux. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont contents de venir vivre en Belgique. On n'a pas le soleil de l'Italie, mais on vit quand même bien à Bruxelles. Pour le moment, on y est. Il y a eu un beau soleil aujourd'hui. Oui. Mais et ça met la lumière sur certains quartiers de Schaerbeek où, en effet, comme pour revenir à ce que tu disais plus tôt, où tu vois véritablement, tu vois le bar bien belge. À côté, tu as le snack. À côté, et tu vois en fait finalement, ne serait-ce que sur une rue, plusieurs populations entre guillemets vivre ensemble. Donc en effet, je pense que vraiment Schaerbeek est une réussite. En tout cas, c'est un exemple de réussite à Bruxelles et qui inspire peut-être même toute la Belgique en ces termes-là. Donc vraiment félicitations et ça inspire aussi les jeunes du coup à s'engager. Mais j'aimerais conclure cet épisode parce qu'on a vraiment beaucoup parlé, je pense. Je ne vais pas te retenir plus longtemps, mais j'aimerais conclure cet épisode sur potentiellement un conseil que tu aurais aux jeunes. Alors pas nécessairement politique, mais aux jeunes de manière générale. Une bouteille que tu laisses à la mer. Le conseil, c'est faites les choses qui vous plaisent, faites les choses qui vous motivent, faites les choses qui vous donnent envie. On n'est pas sur Terre pour s'ennuyer, on est sur Terre pour vivre une vie agréable. On a l'occasion de le faire chez nous ici, on vit en paix, il n'y a plus personne qui meurt de faim
On a des systèmes d'accompagnement qui peuvent vous aider à vous débrouiller dans la vie. Donc, si on veut conserver ce modèle de société, on a besoin que les jeunes d'aujourd'hui vivent pleinement, jouent leur rôle dans la société. Chacun a le rôle qu'il a envie de jouer, comme je disais tout à l'heure, en étant lui-même. Soyez heureux, construisez une société heureuse, soyez bienveillants à l'égard des autres, mettez tout ce que vous pouvez, développez votre talent, cherchez chacun quel est votre talent, votre chose qui vous fait vous sentir bien, vibrer, et mettez-le au service de votre projet et d'un projet où vous avez votre place dans la société. Parce qu'il y a une place pour tout le monde dans la société. Ça, j'en suis absolument convaincu. Chacun a des compétences et des talents différents. C'est comme dans une famille, on voit très bien ceux qui font plus l'animation, ceux qui s'occupent un peu des autres. Chacun trouve sa place. Voilà. Donc, les jeunes, prenez votre place dans la société. On a besoin de vous aussi. Et voilà. Et puis comme dit le proverbe, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc voilà, levez-vous tôt. C'est compliqué quand on est jeune, hein, je me souviens. Mais si vous vous levez en tout cas avec envie et envie de faire des choses, allez-y, faites-le. Ok, donc trouvez et développez votre talent. Ça m'évoque une petite phrase de Frantz Fanon. Il disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Et je pense que ce que tu viens de me dire correspond totalement à cette phrase-là. Donc voilà, je te remercie énormément d'avoir assisté à cet épisode. Merci de m'avoir invité. Chouette format, sympathique et chouette discussion avec un chouette jeune homme qui mérite que vous le souteniez parce que c'est un jeune qui monte et j'aimerais bien qu'il puisse assumer des responsabilités à Bruxelles et montrer son talent aussi aux autres. C'est bon, là je vais rougir. Au revoir. Alors voilà, dans cet épisode, nous avons pu en apprendre davantage sur ce qui a été fait en région bruxelloise pour lutter contre les discriminations et pour se réapproprier le numérique. Nous avons également pu parler finalement de l'importance du renouvellement en politique. Les jeunes en politique, qui ont des cadres comme des modèles comme celui que nous avons eu aujourd'hui. Je pense que le rôle du jeune en politique, c'est de penser le monde tel qu'il devrait être et non de s'en contenter tel qu'il est. Et ce, en passant par le réel pour atteindre l'idéal comme Jaurès l'écrivait dans sa lettre. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est Frantz Fanon qui le disait. Mes chers amis, relevons le défi.